Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va commencer par le plus frais, ce qui a été publié vendredi, fin de semaine, donc en début d'après-midi. L'inflation PCE, c'était le dernier gros rendez-vous de la semaine. L'inflation PCE, c'est quoi? C'est l'inflation américaine, c'est la mesure d'inflation que la Fed surveille le plus dans ses anticipations d'inflation, dans ses projections en ce qui concerne les nombres de baisses de taux, la politique monétaire. Donc c'est la mesure phare de la Fed. Et cette inflation PCE, notamment la partie sous-jacente, est ressortie à 2,8%. Alors dit comme ça, on se dit, bon, 2,8%, on n'est pas si loin des 2% d'objectifs de la Fed, donc les choses vont dans le bon sens. D'un point de vue moyen terme, effectivement, 2,8%, c'est bien mieux que les 5%, même les 5,6% que nous avions en 2022. Période où la Fed avait dû durcir très fortement sa politique monétaire pour contrer cette inflation. Donc à 2,8%, les choses vont mieux. Mais si on regarde le rythme, la cadence des derniers mois, eh bien on se rend compte que 2,8%, c'est le niveau déjà que nous avions le mois précédent. Et puis si on regarde sur les 6 derniers mois, eh bien c'est il y a 6 mois de cela, par exemple, nous étions à 2,6%. Donc en fait, quand on regarde une courbe d'inflation et de cette mesure d'inflation préférée de la Fed, eh bien on observe que depuis 6 mois consécutifs, il n'y a pas eu de nouveau ralentissement de l'inflation sous-jacente PCE donc aux États-Unis. On rappelle que l'inflation sous-jacente, c'est hors alimentation et hors énergie, et c'est la mesure qui est surveillée par la Fed. Et donc, ça nous dit quoi ce constat? Eh bien que, en l'absence de progrès nouveaux sur le front de l'inflation, et avec un marché de l'emploi qui reste résilient, on l'a vu hier par exemple avec les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, qu'on attendait aux alentours de 220 000 et qui sont retombés à 207 000. Des chiffres qui sont bas, qui sont considérés comme même très bas ou relativement bas. Et donc d'un marché de travail qui, pour l'instant, continue d'afficher des signes de bonne santé. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que la Fed est confrontée à une inflation qu'on peut qualifier de collante, c'est-à-dire que cette inflation sous-jacente ne fait pas de progrès depuis 6 mois, et le marché de l'emploi ne se dégrade pas. Et pourquoi on parle de ça? Parce que cette semaine, on a donc eu la réunion de la Banque centrale américaine, et dans le communiqué de la Fed, par rapport au communiqué du mois précédent, de décembre, eh bien, il y a eu des petits changements. Vous savez qu'un communiqué de Banque centrale, d'une semaine à l'autre, il ne change que très très peu. On ne modifie parfois qu'un mot, qu'un petit bout de phrase. C'est très rare que les communiqués soient modifiés de manière substantielle. Et cette fois-ci, il y a eu 2 modifications dans ce communiqué par rapport au communiqué de décembre, notamment sur la qualification de l'inflation, justement. La Fed a supprimé la partie qui qualifiait le fait que les progrès étaient observés sur l'inflation et que l'inflation se dirigeait vers le 2%. Grosso modo, la partie qui traduisait les progrès de l'inflation vers l'objectif ont été supprimés. Et une partie également concernant la qualification du marché de l'emploi. Jusqu'à présent, la Fed considérait que le marché de l'emploi avait une situation de détente. Eh bien, cette partie a également été enlevée. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure ce qu'on vient de nous dire à l'instant. C'est-à-dire que la Fed constate qu'il n'y a aucun stress particulier qui émerge du marché de l'emploi. C'est un de ses mandats donc. Donc s'il n'y a pas de stress spécifique sur le marché de l'emploi, pas de raison de changer trop fortement la politique monétaire, donc pas de raison de baisser de manière supplémentaire les taux. Et de la même manière que si l'inflation, on a encore une preuve cet après-midi avec la mesure principale, l'inflation PCE, si l'inflation PCE sous-jacente ne fait pas de progrès, eh bien il n'y a pas de raison que la Fed poursuive ses baisses de taux. Et c'est ce que la Fed nous fait comprendre déjà depuis le mois de décembre, c'est pas nouveau, déjà en décembre on avait ce langage-là, mais la réunion que nous avons eue cette semaine a, au niveau du communiqué, un petit peu durci les termes. Vous voyez, en enlevant des qualificatifs d'amélioration, eh bien, la Fed constate une situation un peu stagnante qui n'est pas une mauvaise situation, entendons-nous bien, mais qui simplement l'empêche tout simplement d'aller plus loin dans ces baisses de taux. Donc le marché doit composer avec une Fed qui ne baisse plus les taux. Et si on prend la température du marché, qu'est-ce qu'il estime le marché à ce stade en termes de baisse de taux? Eh bien quand on prend les mesures, ce qu'on appelle les futurs Fed Funds, donc qui sont des instruments financiers, eh bien si on prend la température cet après-midi, vendredi, là, après les chiffres d'inflation, les marchés à ce stade estiment qu'il n'y aura pas de nouvelles baisses de taux avant le mois de juin. Donc vous voyez, on est quand même assez loin comme ça des prochaines baisses de taux telles qu'anticipées par le marché et qui correspondent un peu à ce que nous dit la Fed également, qui correspondent à ce que nous dit la Fed, et notamment Jérôme Powell cette semaine. Que nous a dit Powell également cette semaine? C'est donc la réunion de la Fed. Il a rappelé, comme s'il fallait le faire, que l'objectif de la Fed en termes d'inflation, c'est toujours 2% et que ça reste 2%. Si certains pensaient que ça pourrait être éventuellement revu, cet objectif, par rapport à une situation d'inflation un peu collante. Powell rappelle que l'objectif c'est 2%. Il
explique également qu'il n'a pas eu de contact avec Donald Trump, donc que les deux hommes n'ont pas encore échangé. Et évidemment, c'est un propos qui intervient au moment où Trump attaque Jérôme Powell, où il demande à la Fed en tout cas de baisser les taux. Jérôme Powell a bien fait comprendre mercredi soir que c'était absolument pas le projet dans un avenir très proche de la Fed de continuer à baisser les taux. Elle a déjà baissé de 100 points de base les taux depuis la rentrée, depuis septembre. Pour l'instant, c'est une phase de pause et Powell fait comprendre à Donald Trump que c'est le mandat de la Fed et que c'est comme ça pour l'instant. Donc c'est en expliquant qu'on n'a pas eu de contact avec le président américain, c'est une manière de dire voilà que pour l'instant les choses sont ce qu'elles sont. Même si Jérôme Powell n'a pas voulu mettre d'huile sur le feu en expliquant que la façon de procéder de la Fed par rapport au nouveau président américain était la même pour tous les présidents. C'est-à-dire qu'en gros la Fed attend de savoir ce que les présidents mettent en place comme politique, ce que les administrations mettent en place comme politique, sur le front de l'immigration, sur le front des taxes commerciales, de la politique intérieure ou autre, avant d'ajuster du coup la politique monétaire par rapport au risque inflationniste ou ce genre de choses. Donc Jean-Paul dit ce qu'on fait avec le président américain n'est pas différent de ce que nous faisions jusqu'à présent avec l'ensemble des présidents qui prenaient leurs fonctions. Mais simplement, après cette réunion, Donald Trump n'a pas trop apprécié ça. Il a attaqué directement la Fed en expliquant qu'elle n'arrivait pas à ramener vers l'objectif une inflation qu'elle avait déclenchée. Donc il accuse la Fed d'avoir déclenché l'inflation. Alors cette inflation, on l'a eu à peu près partout dans le monde, post-Covid. Mais bon, Trump attaque la responsabilité de la Fed dans cette inflation et juge aussi également que la réglementation bancaire est une catastrophe. Voilà, donc attaque directe dans le style classique de Donald Trump sur la Fed. Trump, on en parle toujours cette semaine également parce qu'il a fait savoir qu'il allait bien appliquer les droits de douane, en tout cas qu'il voulait appliquer les droits de douane de 25% dès le mois de février sur le Canada et sur le Mexique. Donc attention, février c'est semaine prochaine, donc c'est dans les jours qui arrivent. Et donc, ça va nous tenir un peu en haleine la semaine prochaine, ce sera un gros sujet la semaine prochaine. Est-ce que Trump va du coup appliquer ces taxes? Sur quel type de produits? Sur l'ensemble des importations, sur certains produits? Donc on attend des précisions quand même par rapport à ça, mais l'approche de ces taxes, en tout cas pour le Canada et le Mexique, est toujours relativement agressive. Pour la Chine, il explique qu'il y a toujours effectivement des taxes qui sont à l'étude et qui seront mises en place. Pour l'Europe, en revanche, on l'entend quasiment pas. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? C'est sûr que mieux vaut qu'il ne cible pas l'Europe plutôt que l'inverse, mais est-ce que son silence sur l'Europe est une manière de faire comprendre qu'il est déjà en train de négocier un peu avec l'Europe sur les questions d'importation supplémentaire, par exemple d'énergie pour les Européens, gaz et pétrole américain, ou peut-être des contrats d'armement ou ce genre de choses au moment où l'Europe doit accroître ses dépenses d'armement dans le cadre de l'OTAN? Bon, c'est... je ne sais pas comment il faut le prendre, voilà. Mais en tout cas, le silence de Trump sur l'Europe peut être perçu de deux manières, soit rassurante, mais vu qu'il attaque à peu près tout le monde et pas l'Europe pour l'instant, peut-être que c'est pas sa priorité, mais qu'on sera quand même dans le viseur dans les jours qui viennent. Donc attention à ça quand même. La question des taxes commerciales va aller crescendo, je pense, en termes d'intensité de propos de Trump dans les jours qui arrivent. Cette semaine aussi aurait été marquée par les résultats des entreprises, notamment aux États-Unis toujours, avec l'entrée en piste des 7 magnifiques, ces groupes de méga cap américaines. Cette semaine, on a donc eu les publications de Tesla, Microsoft et Meta, de Apple également. Alors, les résultats sont assez mitigés sur le front de la tech. On a notamment des guidances, des projections pour le premier trimestre qui sont moins bonnes que ce que le marché attendait. Pour Meta, pour Microsoft notamment, les projections pour l'activité, pour le chiffre d'affaires du trimestre en cours, sont un peu tels que présentés par ces groupes, sont un petit peu en dessous des consensus. Rappelons-nous que c'était le même cas pour Netflix également la semaine dernière. Les guidances, ce qu'on appelle les guidances, donc les projections de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours étaient également moins bonnes que ce que le marché attendait, que ce que le consensus attendait. Donc c'est assez mitigé. Et puis surtout, on s'intéresse beaucoup, comme toujours, à ces résultats des grands groupes américains parce qu'ils contribuent massivement à la croissance des bénéfices, à la croissance des indices aux États-Unis, mais aussi dans un contexte où ce qui a marqué comme cette semaine, le début de la semaine, c'est l'épisode DeepSeek, cette start-up chinoise qui aurait ou qui a développé une intelligence artificielle capable de rivaliser avec certains modèles d'IA américaines et à un coût de développement dérisoire par rapport à ce que mettent sur la table les grands groupes américains. Donc ça a été le choc du début de semaine. On a vu vraiment une volatilité grimper de 30% sur le Nasdaq lundi dans la journée avant de retomber un petit peu. Et forcément,
quand on a comme ça des publications de résultats des grands groupes américains et que quelques jours auparavant vous avez des startups chinoises qui expliquent qu'elles font quasiment aussi bien avec 100 fois moins de moyens, et bien effectivement ça fait quand même un peu réfléchir sur les questions de valorisation en fait de ces groupes américains, et notamment lorsque les guidances, les projections de ces groupes sont un peu en dessous du consensus. Selon moi c'est un sujet qui va nous accompagner encore dans la semaine qui arrive. Je ne suis pas du tout certain que l'épisode DeepSeek et que le trou d'air assez violent de DeepSeek, enfin généré par DeepSeek sur les valeurs américaines et les indices américains en début de semaine, notamment le Nasdaq, soit une histoire déjà révolue. Je pense que c'était une première amorce, une première alerte, et qu'il y aura des répliques parce que dans la foulée, vous avez également eu des groupes comme Alibaba par exemple, qui annonçait aussi avoir développé une IA, donc une intelligence artificielle, capable, qui présentait des meilleures performances que certaines IA chinoises et américaines également. Donc on voit bien que c'est vraiment une concurrence féroce dans ce domaine-là. Qui dit concurrence dit aussi normalement baisse des prix. Donc c'est voilà, est-ce que tout ceci est compatible avec les niveaux de valorisation qu'on a actuellement sur les géants de la tech aux États-Unis? Ça c'est quand même un sujet de réflexion au moment notamment où on parlait de l'inflation il y a quelques instants. Une inflation qui ne fait pas de progrès, ça veut dire des taux américains qui ne baisseront pas plus que ça dans les jours, les semaines et même les mois qui arrivent. Et ça, généralement, ce n'était pas l'environnement le plus propice, le plus serein pour les valorisations des marchés les plus chers. J'entends le Nasdaq, on peut aussi parler des cryptos par exemple, des taux américains qui restent élevés. C'est un vent contraire normalement pour les marchés. Pour les marchés crypto. Donc voilà, on a comme ça des choses qui semblent être chères sur le marché, et même de l'avis de Jérôme Powell, si on parle de Jérôme Powell il y a quelques instants, de l'avis même de Jérôme Powell, le prix des actifs est élevé. Jérôme Powell se prononce assez rarement sur le prix des actifs, et là il s'est prononcé, il a trouvé que les prix des actifs étaient élevés, et que la Fed regardait ces valorisations, ces prix d'actifs, d'un point de vue de la stabilité financière, en même temps que les leviers ou autres. Donc il est possible aussi que la Fed décide de mettre un peu entre parenthèses ces baisses de taux, peut-être aussi pour des questions de valorisation de marché. Ce n'est pas dans son mandat, mais on sait qu'implicitement, la Fed regarde quand même les marchés. Quand il y a de l'instabilité financière, par exemple, quand la stabilité financière, la Fed réagit également quand c'est une instabilité financière forte dans le cadre de crise ou autre. Donc, il est aussi possible que la Fed et que Jérôme Powell ait fait comprendre que les valorisations qu'on avait dans certains domaines pouvaient être un peu trop élevées, ce qui peut aussi expliquer en partie la position, la posture de statu quo de la Fed sur sa politique monétaire. Voilà ce qu'on peut dire cette semaine. Réunion de la BCE aussi, sans trop de surprise. On a eu la baisse de taux de 25 points de base qui était attendue. Et la BCE nous a donné en quelque sorte rendez-vous en février pour nous donner plus de précision sur le devenir de sa politique monétaire. Un petit peu le qualificatif d'ailleurs du taux neutre. Où se trouve ce taux neutre qui est un peu le taux final. Donc on baisse les taux au niveau de la BCE jusqu'à arriver au taux qu'on appelle le taux neutre. C'est un taux qui est donc un taux un peu parfait en fait, qui soutient suffisamment l'économie, qui empêche le développement de l'inflation. Voilà, donc on en sera un peu plus en février sur ce taux neutre. Et puis voilà, peut-être des changements de qualificatif aussi de la BCE qui enlèvera le terme restrictif pour qualifier sa politique monétaire. On a d'ailleurs vu depuis quelques semaines que le bilan de la Banque Centrale Européenne a cessé de diminuer, ce qui peut être aussi un signe. On rappelle quand un bilan de Banque Centrale diminue, c'est l'opposé de l'expansion d'un bilan. Quand il y a des stress économiques ou autres, les banques centrales font grossir leur bilan parce qu'elles achètent des actifs, elles soutiennent l'économie, elles achètent de la liquidité, et inversement quand elles durcissent la politique monétaire, eh bien, le bilan diminue. Donc on a remarqué que contrairement à la Fed, eh bien, au niveau de la BCE, le bilan avait cessé de se dégrader, de diminuer depuis quelques semaines. C'est peut-être déjà un signe un petit peu de ce début de changement de qualificatif de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Voilà pour ce qui est fait de cette semaine. Rapidement, en quelques secondes, le programme de la semaine prochaine. Lundi, on commencera avec les PMI en Chine. PMI Kexin, donc c'est un PMI privé sur l'activité manufacturière. On aura également l'inflation, les chiffres d'inflation en Europe. L'après-midi aux États-Unis, ce sera le tour de l'ISM manufacturier, donc indice d'activité dans le secteur manufacturier. Un speaker de la Fed, Bostic, qui s'exprimera donc le lundi. Mardi, les premiers chiffres de l'emploi qui vont commencer à arriver avec les emplois disponibles, les emplois vacants, avec la mesure Jolts donc. On aura les commandes industrielles américaines, pas mal de speakers également du FOMC, donc de la Fed à nouveau mardi. Il y aura plein de speakers la semaine prochaine, ça c'est un thème qu'on va surveiller. Pas mal de speakers de la Fed la semaine prochaine. Mercredi, on aura des indices d'activité toujours en Chine, mais le PMI cette fois-ci dans les services pour la Chine. Chiffre de l'emploi américain avec ADP, donc la mesure des créations d'emplois privées par l'entreprise ADP. ISM Service, ça c'est un gros élément aussi qui permet de mesurer l'activité dans les services aux États-Unis. On rappelle que c'est dans les services que réside actuellement l'inflation toujours la plus élevée, celle contre laquelle lutte la Fed. Donc un ISM service qui baisse en intensité et dont des composantes de prix baissent en intensité serait plutôt un bon signe pour la Fed. L'inverse serait
pas bon pour la Fed. Hein, si les indices de prix, les composantes de prix dans l'ISM Service restent toujours assez intenses, eh bien c'est le signe qu'effectivement il n'y a pas de ralentissement trop fort prévu pour l'inflation dans les mois qui arrivent. Donc rendez-vous important toujours à l'ISM Service, ce sera mercredi après-midi. Jeudi, décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux. On aura là aussi pas mal de speakers de la Fed qui parleront jeudi après-midi. Les chiffres d'inscription hebdomadaires au chômage comme toujours à surveiller. Et puis vendredi, la journée, le fameux rapport sur l'emploi américain. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.